Bonjour et bienvenue tout le monde au grand salon de l'Esplanade Tranquille. Bienvenue d'abord au Festival international de littérature, le FIL, qui co-organise les midis littéraires avec l'Espace de la diversité. L'Espace de la diversité qui est un organisme littéraire qui favorise vraiment de faire résonner les voix, de permettre le dialogue, d'organiser des événements, et toujours dans cette idée que les livres comme tels ont un grand pouvoir et même qu'ils peuvent lutter contre les discriminations et le racisme. Donc, l'Espace de la diversité, cette année, pour les midis littéraires, vous propose un thème général pour toute la semaine qui s'appelle « Ode à la terre et aux vivants ». Ça met bien la table. Alors, c'est en partenariat avec le Quartier des spectacles et mon nom, en tant qu'animatrice, je me présente très brièvement. Mon nom est Marie Brodeur-Gélina et j'ai la chance de collaborer régulièrement avec l'Espace de la diversité qui notamment produit des fiches de lecture pour les professeurs, souvent de niveau cégep, pour que ces professeurs-là puissent s'approprier la littérature de la diversité, entre autres. Et puis, je suis fan des midis littéraires. Et je voudrais juste rappeler que nous sommes le 30 septembre, que c'est la journée Vérité et Réconciliation. C'est la raison pour laquelle je porte une veste, pas un chandail, mais une veste orange aujourd'hui. Donc, comme j'écoutais Xavier Watteau dire en ligne, c'est pas juste une fois par année, on met un chandail, puis après, on dit qu'on a fait ce qu'il fallait. C'est un premier pas, c'est un geste qui doit être suivi de beaucoup d'autres. Mais je tenais à souligner que nous sommes donc le 30 septembre. Sans plus tarder, je vous présente nos invités pour ce midi littéraire. Alors, j'ai à ma gauche Philippe Young. Et Philippe, je vais m'inspirer de ton éditeur pour te présenter. Je me suis dit que la meilleure façon de présenter mes invités, c'était d'utiliser les mots des personnes qui les publient. Alors, né en France en 1973 de parents coréens, Philippe Young vit à Montréal où il enseigne la littérature. Et Hors sol, son premier roman s'est vu récompensé par la mention spéciale du public du prix Sangor. Et j'ai à la main en ce moment un autre de ses livres, son plus récent, qui est Les yeux clos. Alors, bienvenue Philippe. Merci Marie. Ensuite, nous avons J.D. Kurtness. Oui, c'est ça. Bravo. Bienvenue. Bonjour. Et cette fois-ci, la biographie qu'on me propose, elle est un peu littéraire ou amusante ou originale dans tous les cas. Alors, J.D. Kurtness est venue à Montréal pour étudier les microbes, mais elle a bifurqué vers la littérature et l'informatique. Son premier roman de vengeance a reçu plusieurs prix, dont un prix Voix autochtone. Elle publie ensuite un récit d'anticipation, Aquarium, où l'humanité est victime d'une épidémie sans précédent. En 2023, elle publie La vallée de l'étrange, un troisième roman aux allures de fable dans lequel la technologie rencontre la nature. La bonté de certains ne peut pas tenir face à la cruauté des autres et les humains ne sont pas faits que de chair et d'os. C'est très concret, hein, comme résumé. Ouais. Alors, tout de suite, on a plein d'idées, plein d'hypothèses qu'on formule dans notre tête en écoutant ça. Et puis, notre troisième invité, mais non le moindre, est présent avec nous grâce à Internet. Alors, bienvenue, Monsieur Alain Deneau. Bonjour. Alors, j'ai lu le dernier ouvrage de Monsieur Deneau en les versions virtuelles, et donc je ne peux pas vous montrer son livre, mais par contre, je peux vous le présenter. Donc, Alain Deneau est docteur en philosophie de l'Université Paris 8. Il enseigne la philosophie au campus de Shippagan de l'Université de Moncton. Chez Lux, il est notamment l'auteur de La médiocratie et de Bande de colons, finaliste au prix des libraires du Québec. Alors voilà pour les présentations. Bienvenue à vous trois. Alors, j'ai prévu quelques questions pour vous, à partir, en fait, d'une question générale qui nous a été proposée pour la rencontre d'aujourd'hui. Alors, c'est ça qu'on veut travailler avec des papiers. Des fois, on ne sait plus où aller. La question générale, c'est comment imaginer l'avenir dans un monde
en pleine crise climatique où il y a guerre et génocide? En gros, c'est ça la question d'aujourd'hui. Mais je vais la décliner en sous-questions, évidemment. Et je peux vous dire que ça a été un exercice très intéressant de lire 3 auteurs et autrices dont les œuvres sont vraiment, vraiment différentes les unes des autres, puis essayer de ramener tout ça à des questions qui peuvent les interpeller tous les 3. Je vais commencer avec le fait de devoir nommer le problème. Comment on le nomme? Quel est le plus grand péril? Parce que dans la question, il y a déjà une énumération. Alors, est-ce que ce sont les technologies, la crise climatique, le capitalisme, les guerres et les génocides? Est-ce qu'on est capable de trouver un dénominateur commun à tout ça? Est-ce qu'on est capable de trouver la racine à ces différents périls? Donc, comment on nomme le problème auquel on fait face? Je vous invite à tenter une réponse. Alors, je vais me risquer à ouvrir le bal. Bravo. Dénominateur commun, je ne sais pas, mais je pense que ce qui converge dans tout ce qui a été nommé, c'est l'urgence, l'idée d'urgence. Chaque péril qui a été nommé nous invite à remettre en cause nos modes de vie, et puis change notre rapport au temps aussi, tout bêtement, puisque là, tout s'accélère, les perspectives sont très très sombres. Alors je ne sais pas si la littérature est là pour nous faire désespérer davantage, mais en tout cas peut-être éclairer les choses ou les dire. Et voilà, c'est terrible. Souvent on parle de ce très beau mot de convergence des luttes là dans le langage de gauche, mais là c'est plutôt la convergence des périls, j'ai l'impression, qui s'additionnent. Donc je ne veux pas sonner trop pessimiste. Donc j'espère que Julie ou Alain vont nous éclairer davantage, mais je leur laisse la parole. C'est une question très difficile, mais la réponse qui me vient en tête, c'est que l'isolement et l'inaction sont, disons, la pire réaction face à ce qui se passe en ce moment. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent à faire en sorte qu'on a l'impression qu'on est seul et isolé et qu'on n'a aucun pouvoir de changement. Puis c'est drôle parce que hier, j'écoutais Télé-Québec, notre télé publique, et il y avait un documentaire sur le bonheur. Et c'était vraiment intéressant parce que ça parlait à quel point le bonheur est une notion ou un discours qui peut être lié au capitalisme. Et comment, individuellement, maintenant, on est comme en charge de notre bonheur. Puis si t'es pas heureux, c'est parce que t'es fondamentalement un perdant. Il y a tout ce discours-là où chacun, individuellement, on est responsable de notre destinée, alors que pas tant ça. J'ai pas l'impression que c'est ça. J'ai l'impression que c'est avec nos communautés, avec notre entourage, avec un sentiment de vivre ensemble et d'impulsion de changement qu'on peut faire une différence. Mais cela dit, il faut sortir de notre inertie et en ce moment, c'est très difficile parce qu'on est bombardé d'informations négatives et on a juste envie de se rouler en boule et de pleurer. T'sais. Voilà. Alain? Oui, j'apprécie la présentation. J'ai l'impression que on a là une dénomination multiple d'un même problème. Mais s'il s'agit d'imaginer l'avenir, de l'envisager par la voie de la pensée, de l'esprit et de l'imagination, on doit se dire d'entrée de jeu que parmi les problèmes que vous avez énoncés, il y en a qui sont connus, hélas, et il y en a qui sont inouïs. Et cela a un rôle à jouer en ce qui concerne la faculté d'imaginer, c'est-à-dire qu'il est plus facile d'imaginer un problème, de le concevoir, de le conceptualiser à la rigueur, quand il a des antécédents historiques. Hélas, on sait que l'histoire est traversée d'invasions, on sait que le capitalisme n'est pas d'hier, on sait que des génocides ont des précédents dans l'histoire, donc on arrive à les penser, à les nommer, mais on est aussi face à des phénomènes qui sont, eux, inouïs, c'est-à-dire le saccage du vivant lui-même, la perturbation du climat lui-même. Cela est radicalement singulier pour nous. Le penser, l'envisager, l'aborder, l'apprivoiser, s'y mesurer est une chose qui est toute nouvelle, même si on n'a pas réglé les problèmes anciens. Alors, des réponses qui ouvrent déjà sur la suite des choses, puisqu'on parle déjà d'imaginer, du vivre ensemble, etc. Mais j'essaie de résumer ce que je viens d'entendre
Donc, une urgence qui doit nous mobiliser face à notre inertie dans un contexte inouï, si on veut planter le décor. C'est ce que j'ai entendu notamment de vos réponses. Alors, comment on peut l'imaginer alors, cet avenir? Comment cet avenir, dans une situation inouïe, où on sent une urgence tout en se sentant impuissant, comment on peut l'imaginer, compte tenu qu'en ce moment, on sent que c'est incertain? L'avenir de l'humanité est incertain, l'avenir du vivant est incertain. Comment on imagine l'avenir? Et c'est bien le mot « imaginer », comme j'ai réentendu il y a une seconde. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on l'imagine? Wow. Hey, c'est vraiment des questions très faciles. Merci beaucoup de m'avoir soumis à ça. Merci les courageux qui viennent nous écouter. J'ai pas vraiment de réponse en 3 étapes faciles pour atteindre un imaginaire différent, mais je tiens à souligner qu'on baigne dans un discours où on nous fait croire qu'advenant catastrophe ou cataclysme, on va tous s'entretuer. Tu sais, Hollywood nous pousse beaucoup ça, que, je sais pas, advenant une invasion de zombies ou, je sais pas, un météore ou un volcan, là, peu importe. On a été un peu biberonnés à ça depuis quelques décennies. Puis, ce qui fait qu'on a tendance à voir l'avenir comme une catastrophe et à voir l'avenir aussi comme une sorte de prophétie autoréalisatrice, dans le sens qu'on s'en va vers la catastrophe, puis là, peu à peu, on se rend compte que, écoute, je pense qu'on est un peu dans la catastrophe, puis on a l'impression que, c'est sûr, on nous dit que ça allait arriver depuis longtemps, donc le défi, en fait, c'est justement, c'est de sortir de cette boîte-là, premièrement, je pense, de réaliser que c'est un discours, que c'est pas une vérité, que c'est juste une manière de voir le monde qui nous est présentée et qu'il y a d'autres manières de réfléchir, il y a d'autres manières de penser, il y a d'autres schémas actentiels. Si on veut, ça c'est très technique là, comme truc, mais il y a d'autres manières d'avancer et de concevoir l'avenir. Mais je ne peux pas vous dire ça va être quoi, mais j'espère que justement on va s'enligner autrement, se sortir de ça, puis je ne sais pas, d'avoir moins de gens dans des postes de pouvoir qui ont lu de la science-fiction où le livre de science-fiction dit ne faites pas ça et qu'eux se disent écoute, on va le faire puis on va voir ce qui va arriver. C'est un peu ça qui se passe en ce moment là, avec ce qui se passe avec nos voisins du Sud, puis j'allais dire le techno-fascisme qui se passe. En tout cas, mais je vais arrêter là parce que ça, c'est une autre question. Mais voilà, il faut comment dire, remarquer dans quoi on baigne, puis je pense que déjà là, c'est de voir que c'est juste un discours, que c'est pas une vérité nécessairement. Ouais. Merci à Julia, elle m'a donné le temps de réfléchir en fait à la réponse. Donc imaginer l'avenir, c'est impossible, je rejoins, et puis c'est peut-être pas le rôle du romancier non plus, mais quand même, moi j'ai l'impression que dans mes 2 romans, qui sont des romans contemporains, mais là vraiment j'insiste sur le mot contemporain. Je ne sais pas si j'écrirai un roman historique un jour, mais ce jour n'est pas encore arrivé. Donc je me tourne vraiment vers le monde tel que j'en fais l'expérience à peu près tous les jours. Donc moi j'ai plutôt l'impression que c'est en me tournant vers le présent, en tirant les fils du présent, en regardant un petit peu justement des mouvements d'idées, des tendances qui émergent, en utilisant le roman qui est un outil extrêmement puissant, parce que le roman en fait c'est très très simple, c'est le lieu de l'individu en crise face à un monde, et comment est-ce qu'il va réagir à sa crise, qui va peut-être toucher tout le monde, qui sera peut-être personnel. Et donc on met ce personnage dans son monde, on le confronte à des problématiques, et on regarde quel chemin de vie il va choisir. Alors plutôt que imaginer l'avenir, j'en serais une nouvelle fois complètement incapable. Moi j'ai l'impression que, en tout cas les personnages de mes 2 premiers romans, ils cherchent un chemin dans le présent, et ils cherchent et peut-être que leur crise, leurs interrogations, leurs réussites ou leurs échecs, en retour, vont nous apprendre sur des choses sur le monde tel qu'on le vit, et vont peut-être influer sur la façon dont on le voit. Alors c'est peut-être très ambitieux pour de la littérature, mais moi j'ai l'impression que fondamentalement il faut se tourner vers le présent pour pas imaginer l'avenir, mais
comment dire, pour peut-être commencer à esquisser de quoi il pourrait être fait. Et on va pas, voilà, je vais limiter mon ambition à ça. Mais vraiment, décrypter le présent, je pense que c'est le lieu du roman. Oui, le défi, c'est de faire court face à une question comme celle-là. Lorsqu'on est confronté à une situation inouïe, cela revient à être confronté à quelque chose de difficilement pensable. Parce que ce qui est inouï, et là, ce qui est inouï en ce qui nous concerne, c'est le fait de perdre ce sur quoi nos idées, les événements, nos appréciations des faits faisaient fond. On a toujours fait fond sur quelque chose, et sur cette toile de fond saillissaient des événements, des sujets, des drames, des particularités. Et là, ce qui est difficile aujourd'hui, c'est que tout bouge. Et ma façon de résumer l'inouï, c'est de dire que l'expression « toute chose étant égale par ailleurs » est elle-même en crise. Il n'y a plus rien d'égal par ailleurs. Tout, je veux dire, le marais d'hier devient le terrain vague d'aujourd'hui. Le terrain vague d'hier est inondé aujourd'hui. Je veux dire, les côtes bougent. Moi, je suis dans une région où le territoire se désagrège sous nos yeux, littéralement. Et donc, tout est sujet à changement. Le climat, l'agriculture, la santé. Et donc, on est face à quelque chose qui est difficilement pensable, parce que penser signifie penser à. Je ne sais pas qui est le taouin qui a inventé l'expression « comparaison n'est pas raison », mais en fait, au contraire, raisonner, c'est comparer. Mais le problème, c'est qu'on est face aujourd'hui à la nécessité de penser le singulier pur, l'ipséité, sans pendant, sans référent. Et alors que penser, c'est toujours comparer une situation présente, singulière, à quelque chose qui lui ressemble. Mais ce que nous vivons ne ressemble à rien. Et c'est la raison pour laquelle je crois que nous entrons dans une ère de l'angoisse. D'ailleurs, nous le vivons tous les trois. On a un peu de difficulté à juste se dépatouiller avec les questions, parce qu'elles renvoient à quelque chose qui n'a pas vraiment été objectivé. Il n'y a pas d'objet. Donc, nous sommes dans une sorte de situation de l'angoisse. L'angoisse étant un affect qui ne s'accompagne d'aucun objet, parce que nous n'avons pas de pendant pour penser quelque chose d'absolument inouï qui est l'effondrement du vivant et les perturbations climatiques à une échelle inédite. Et du coup, je pense que là, je ne prêcherai pas pour ma paroisse. Moi, je ne suis pas un écrivain au sens d'un auteur de fiction. Je ne suis pas un artiste, mais je crois que nous avons un besoin urgent d'artistes, d'écrivaines et d'écrivains, parce que par la fiction, les artistes, les écrivaines et les écrivains nous offrent ce pendant qui nous manque, nous offrent une sorte de point d'appui pour la pensée, que ce soit des romans d'anticipation, des romans du présent qui auscultent, comme le disait Godard, le moyen, quoi, ce qui est à portée de vue, à portée du regard. Peut-être sur un mode un peu plus épique aussi, parfois, en se référant à la dramaturgie, à la Bertolt Brecht, ou à la poésie québécoise des années 50 et 60, une façon globale de penser une société, une civilisation. Mais en tous les cas, c'est par un recours à l'art, à la fiction, qu'on va se donner ce pendant qui nous manque pour penser à un présent qui, sinon, est angoissant, parce qu'il n'y a aucun objet, aucun concept, aucune référence qui nous permet de l'aborder et de l'appréhender. Alors, dans cette ère de l'inouï, merci aux artistes. Ça fait un lien vraiment intéressant entre le fait de parler d'enjeux angoissants et de se raccrocher à quelque chose de si puissant que l'art. Alors, vous avez sûrement remarqué que la question, c'était « imaginer ». Et ma prochaine question, c'était justement de vous dire, êtes-vous à l'aise avec cette idée qu'on est en train d'imaginer un avenir? Est-ce que vous avez autre chose à proposer que l'imagination? Et vous m'avez devancé parce que j'ai entendu esquisser. Donc, déjà, il y avait une autre proposition, mais si vous aviez un verbe à recommander, là, si vous aviez à dire « on doit faire ça », okay? La priorité, ça devrait être telle action. Qu'est-ce que ce serait si ce n'est pas d'imaginer? Peut-être. Alors, là, je vais m'y risquer, Julie. Je vais à chaque fois
prendre du recul, peut-être. Enfin, voilà. Enfin, mais là, je suis désolé, je parle des livres que j'ai écrits. C'est plus simple pour moi. Mais moi, j'ai l'impression que mes deux personnages, en fait, arrivent à un point, en fait, qu'on rencontrera à peu près tous, je pense, dans notre vie, ou un point où on prend du recul sur sa propre existence et son propre mode de fonctionnement. Dans le premier, je vais pas raconter tous les livres, mais dans le premier, c'est un agronome qui travaille en hydroponie dans des fermes très étranges qu'on appelle des fermes cubiques, qui sont des fermes verticales. C'est quelque chose qui existe, c'est pas de la science-fiction, et qui s'interroge sur ce qu'il produit. Alors, il produit des choses très économes en eau, très faciles dans des lieux très faciles à mettre en œuvre, qui permettent de reconvertir des friches industrielles. Tout ça est extrêmement vertueux. Mais il produit du vivant qui n'a plus de goût, très souvent, en fait. Il y a une scène où on l'invite à goûter ce qu'il produit, et il se rend compte que la question du goût est essentielle parce qu'il produit des végétaux qui n'ont jamais connu un gramme de terre. Alors, voilà, pour donner cet exemple-là, il va prendre du recul sur ce qu'il fait, et puis il va essayer de trouver un chemin de vie alternatif, et essayer de retrouver une forme d'essentialité quelque part. Dans mon deuxième roman, c'est un journaliste qui est pris dans les flux, c'est un journaliste d'agence, donc il vit avec des écrans d'ordinateur à suivre des nouvelles du monde entier qui le remet en forme pour des agences de presse. Donc il produit du vide, en fait, depuis 20 ans, et puis il décide que derrière les histoires, il y a des humains, et qu'il serait peut-être temps d'aller retrouver les humains derrière. Donc pour moi, comme romancier, j'aime bien ces personnages qui, par une crise qui est induite de façon différente, en fait, dans les deux romans que j'ai écrits, ils en viennent de façon très simple à se remettre en cause et à faire un pas de côté, à prendre du recul et à se rendre compte que le fonctionnement qu'ils ont eu n'est pas le seul, et à chercher un chemin qui les mènera où ça les mènera, mais qui a au moins le mérite d'exister. Alors un pas de côté, prendre du recul, peut-être envisager un fonctionnement autre. Les formules ne sont pas très belles, mais j'avoue que je ne peux pas faire mieux là. On dit souvent que pour mieux rebondir, il faut prendre un pas de recul. Donc, il y a plein de belles images, moi, au contraire, qui me sont venues à l'esprit quand vous avez dit prendre du recul. Merci, Marie. Je vais me lancer. Mon verbe à moi, c'est ne pas nuire, parce que, en fait, moi, j'ai tendance à voir à suranalyser beaucoup de choses. Et quand on se rend compte, quand on essaie d'avoir une certaine intégrité par rapport, je ne sais pas moi, aux produits qu'on achète ou à ce qu'on mange, ou notre manière d'être, et comme produit de la société occidentale, je suis une consommatrice, et il est très difficile d'exister sans consommer. Eh bien, nos décisions ont un impact, mais on se rend compte rapidement que c'est impossible presque d'être 100%, de respecter nos principes à 100%. Toute la société va nous hurle de consommer, d'acheter, peu importe. Et même si on achète, je sais pas, même si on achète du bio, c'est suremballé, ou encore ça a trop voyagé, ou encore on essaie d'acheter du végétarien ou du végétalien, mais ça a pompé à nappe phréatique quelque part. On essaie de boire du thé au lieu du café, mais il a fait 8 fois le tour du monde. C'est vraiment difficile de faire des choix qui sont 100% intègres. Donc, c'est impossible. Donc, devant ça, moi, les questions qui me viennent quand j'ai ces constats-là, ma méthode à moi, c'est d'écrire des livres. Donc, je vais faire un peu comme Philippe. Je vais parler de ce que je fais. Donc, moi, j'ai la technique ce que j'appellerais le craquer et regarder ce qui va se passer. C'est-à-dire que j'ai mes personnages qui ont chacun leur motivation, puis là, je les craque, puis là, je les mets dans une situation, puis là, un peu comme des petites voitures. Après ça, je les laisse aller, puis je regarde ce qui va se passer. Mais en faisant ça, je me rends compte que de plus en plus, les motivations des gens deviennent claires. Et en ce moment, on parle beaucoup, je ne sais pas, par exemple, d'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle, en ce moment, en majorité, n'est pas là pour notre bien. L'intelligence artificielle est là pour faire de l'argent à des gens qui ont déjà beaucoup d'argent. Donc, je pense que dès qu'on a compris ça, maintenant, on peut voir, est-ce que ça vaut la peine d'embarquer dans cette espèce de train fou-là, ou encore, justement, prendre un pas de recul et dire, mais à quoi ça me sert, moi, l'intelligence artificielle?
Est-ce que je devrais plutôt me faire des amis plutôt que discuter avec ChatGPT ou je devrais plutôt faire un effort puis dessiner quelque chose plutôt que générer une image? Parce que tout ça prend de l'énergie, brûle du gaz, gaspille de l'eau, tu sais, à un moment donné, puis ça fait en sorte que ça nous pourrit le cerveau. Tu sais, moi, on parlait de l'importance des artistes. Je pense que, tu sais, si on remet toute création à l'intelligence artificielle puis que ça perd toute valeur, bien, à un moment donné, on va... tu sais, ils appellent ça l'emmerdification, là. À un moment donné, ça va juste être du pré-mâché, tu sais, puis on va juste manger en gang du régurgie, tu sais. Excusez, bon appétit tout le monde, mais tu sais, je pense qu'il faut vraiment se poser ces questions-là. Okay. Dans le monde dans lequel on vit, c'est quoi nos décisions? C'est quoi l'impact de ces décisions-là, aussi anodines soient-elles? Ouais. Bon appétit tout le monde. Je dirais dans le même sens, moi, mon verbe, ce serait recenser. Recenser dans l'optique où il est urgent de faire le bilan de nos forces, de nos capacités, de nos compétences, de nos atouts, de nos dispositions, dans l'optique d'un monde qui est impérativement appelé à changer. C'est-à-dire que ce contexte, quand je vous disais tout à l'heure que toute chose n'est plus égale par ailleurs, c'est qu'on ne peut plus compter sur ce que l'on considère être le contexte normatif, le cadre, le standard. Là, aujourd'hui, je vous parle à distance, il était question du café, et ainsi de suite, le pétrole abordable et abondant qui fait que tout le monde a eu le quotidien qui était le sien aujourd'hui, ça ne durera pas. Je ne sais pas à quelle échelle, à quelle vitesse, selon quelle accélération il y aura une mutation, mais je m'en réfère à ce que me disait récemment un anthropologue qui disait « Nous, anthropologues, nous savons quand une société va s'écrouler, nous ne savons tout simplement pas comment cet écroulement s'enclenchera. » Mais au fond, ce qu'il y a d'inouï, ce n'est pas simplement, au fond, un moment singulier présent qui ne renvoie à rien. C'est un moment singulier présent qui ne débouche sur rien d'aisément prévisible. Et de là, l'importance d'imaginer pour, au fond, appréhender. Et en cela, on pourrait dire que l'inouï appelle l'inouï. C'est-à-dire que si on est capable de se dire « Waouh! Nous, au 21e siècle, nous vivons quelque chose qui était à peu près impensable pour Sophocle, pour Tertullien, pour Kant, pour Hannah Arendt même. Hein, nous vivons une sorte d'écroulement, ce que j'appelle plutôt, moi, une érosion exponentielle. Hein, tout s'érode, tout se corrode, tout. Et cela appelle forcément une pensée, elle aussi, inouïe. On ne va pas sortir les vieilles lunes ou ressasser les mêmes schèmes. Et donc, l'important est de mobiliser cette énergie de l'angoisse qui est forcément la nôtre lorsqu'on prend la mesure des mutations qui nous traversent déjà, pour se donner des nouveaux objets, des dessins, des projets, des conceptions radicalement autres, hein, qui vont nous servir à suivre le mouvement dans lequel nous sommes pris impérativement. Et j'apprécie, par exemple, ce que propose le philosophe de l'écologie Jean-Baptiste Morisot lorsqu'il dit que nous entrons dans une ère des chimères. Voilà. Les chimères, qu'est-ce que c'est? J'en parlais tout à l'heure avec mon marais. Hein, les chimères, qu'est-ce que c'est? C'est ce que vit l'ours brun lorsqu'il est confronté, année après année, à des canicules et à des incendies de forêt. Il monte vers le nord, il a chaud. Puis il rencontre qui? Il rencontre l'ours blanc qui a perdu sa banquise et qui est descendu, lui, vers le sud. Il crée une nouvelle espèce. Ces nouvelles espèces, ces croisements inédits qui ne sont pas censés, au fond, se produire selon les lois de la biologie ou des sciences de la nature, ces chimères vont exister politiquement aussi. Et il arrivera un moment où, forcément, nous découvrirons, et c'est ce que j'appelle la biorégion, deux vérités anthropologiques que seuls les Occidentaux orgueilleux et modernes ont à se faire rappeler dans le monde, à savoir qu'en dernière instance, lorsque ça va mal, lorsque ça brûle, lorsqu'on s'est inondé, lorsque c'est érodé à des grandes échelles et sur un mode impératif, nous dépendons des gens qui nous entourent et du sol que l'on foule. Et il faudra réapprendre à habiter le lieu qui est le sien et comprendre
que très rapidement, d'une manière subie et subite, la géopolitique sera appelée à se contracter en passant dramatiquement de la mondialisation à la région, au quartier, si on est en ville. Et qu'il faudra, à cette échelle-là, réapprendre à habiter. Et donc, l'heure est venue de recenser déjà, à la manière d'une avant-garde, recenser les atouts, les forces, les talents, les compétences, les savoir-faire pour faire face à la musique, le cas échéant. Alors, nous avons des nouveaux verbes à se mettre sous la dent. Prendre du recul, ne pas nuire, recenser. Je n'avais pas pu les imaginer avant que vous ne les proposiez, mais vous avez, je pense, semé déjà la prochaine question. Donc, dans certains des livres que vous avez écrits et que j'ai lus, un élément qui devient essentiel chez les gens qui vivent toutes sortes d'inouïs, c'est la relation avec d'autres personnes. C'est-à-dire qu'on part de grands problèmes, puis on en vient à valoriser le fait que les gens se regroupent, se font communauté, et on va jusque dans le relationnel un à un. Donc, on part du grand portrait vers la relation entre les humains. Puis, des fois, c'est même une proposition qui existe aussi, c'est il n'y en a plus de relations humaines, donc on utilise des robots à la place. Mais dans tous les cas, en tout cas, le relationnel finit par devenir un sous-thème de cette grande question des catastrophes. Donc, moi, je trouvais intéressant de vous demander comment vous inscrivez les relations interpersonnelles dans vos réflexions sur l'avenir de l'humanité. Comment vous faites le lien entre ces deux éléments-là? Oui, absolument. Je peux peut-être commencer pour éviter, pour pas toujours profiter du sas et du délai qui est donné par les réponses antérieures. Ce que je peux dire, d'entrée de jeu, il y a question d'intelligence artificielle dans votre question implicitement et de la question des relations. Il y a quelque chose, je vais juste ouvrir une parenthèse, mais il y a quelque chose d'atterrant, c'est déjà un échec de voir à quel point on a collectivement gobé l'expression même d'intelligence artificielle. Comment peut-on une seule seconde qualifier d'intelligente des machines dépourvues de conscience? Ça me dépasse qu'on ait laissé des sémanticiens du marketing insinuer qu'il y avait de l'intelligence dans des machines et déjà une forme de dystopie. Et qu'on soit pas... Bon, vraiment, il faut savoir que c'est encore une fois un anglicisme. On est toujours confronté à des anglicismes lorsqu'on parle aujourd'hui parce qu'on parle en anglais sans le savoir. Le mot développement, vous savez que tel qu'on l'utilise, c'est un anglicisme. Le mot gouvernance, même s'il vient du vieux français, il nous a été fourgué par les techniciens anglophones de l'organisation privée, ainsi de suite. Et le mot intelligence, là, il est pensé au départ sur le mode du recueil de renseignements, comme quand on dit dans la CIA, qui est question d'intelligence. C'est dans ce sens-là qu'il a été pensé, mais nous, on a gobé le faux ami, c'est même plus un anglicisme, c'est un faux ami, pour en faire quelque chose qui a trait peut-être plus à ce que les anglophones appellent néanmoins smartness et qui qualifient de smart leur machin, alors que je vais au bout de l'affaire, on devrait parler de computation. C'est de la computation, c'est pas de l'intelligence. Déjà, si on se dit ça, on comprend mieux. Et c'est pas une intelligence artificielle parce qu'elle est largement tendancieuse et elle nous mène qu'à une chose, c'est à une forme instituée et standardisée de médiocratie. C'est-à-dire que si on se réfère à l'intelligence artificielle, on va avoir droit à du bon médiocre, mais jamais plus. Vous n'aurez rien de plus qu'une sorte de médiocratie très efficace et fonctionnelle. Sur les relations, notre boussole aujourd'hui, c'est le philosophe Spinoza, il me semble, si on veut penser les relations. Spinoza est le philosophe. Il a vu le sujet ontologiquement comme un être de relation, comme étant déjà en relation dès sa naissance, c'est son propre. Et ce qui caractérise une éthique, c'est sa capacité, du fait d'un exercice rationnel, à nouer des relations qui augmentent notre puissance d'être, c'est-à-dire qui nous sont bonnes, c'est-à-dire qui nous permettent de nous accomplir, c'est-à-dire qui nous permettent, au fond, de se déployer.
Bon, et une relation mauvaise, c'est une relation qui nous atrophie, qui nous appauvrit, qui nous diminue, dans le sens de ce qu'il appelle les passions tristes. Et là, regardez, on parlait du orange tout à l'heure, il y a malheureusement 2 oranges qui nous préoccupent aujourd'hui, c'est celui de la Maison-Blanche aussi. Si vous regardez du côté de cet orange-là, ben vous verrez le parangon des passions tristes et le contre-exemple même de ce à quoi il faut s'atteler, c'est-à-dire l'élaboration de relations bonnes. Et cela vaut pour les humains, cela vaut aussi pour le vivant, pour réapprendre à nouer des rapports féconds, bons, avec les abeilles, les lucioles dont on parlait d'entrée de jeu, les lombrics, et tout ce qui permet, au fond, le vivant. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Moi, à mon échelle de romancier, j'ai l'impression donc qu'un des moteurs des personnages que je crée, c'est le doute. Et une des grandes questions, c'est qu'est-ce qui reste quand on doute ? Quand le doute est hyperbolique, à défaut d'être méthodique, on n'est pas chez Descartes, mais quand le doute est hyperbolique, qu'est-ce qui reste, sur quoi se replie-t-on ? Et très étrangement, j'espère pas avoir écrit 2 fois le même livre, mais quelquefois je me pose la question, mais je pense que c'est un syndrome assez courant chez les gens qui écrivent. Mais moi j'ai l'impression que ce sont des personnages qui, face à la crise, cherchent où se replier, pas se refermer, se replier, ils changent d'échelle. Alors par exemple, mon journaliste, il a accès à une sorte d'information mondiale en flux, et il va se replier sur l'histoire d'une dame qui s'est perdue dans le désert avec son mari à cause d'un GPS et qui a quand même survécu et qui refonde une vie à partir de là. Il va aller chercher des communautés humaines, alors qu'au départ, les communautés humaines, il en avait entendu parler dans une dépêche de 200 mots sur des gens électrosensibles qui décident de se réfugier dans un coin perdu des États-Unis où justement il n'y a pas d'antenne de téléphonie mobile et ce genre de choses. Et à chaque fois, ce repli-là, qui n'est pas une fermeture non plus, qui n'est pas une façon de ne plus envisager l'autre, le repli et le changement d'échelle va lui permettre de redécouvrir les gens. Donc c'est très étrange, finalement on revient à de l'élémentaire. J'ai un agronome qui pense qu'il peut voyager partout dans le monde et faire des projets extrêmement compliqués, et qui pense sauver la planète, puis il se rend compte que finalement ce qu'il veut faire, c'est tomber amoureux dans une communauté, dans un pays qui lui est étranger. Reste à savoir si la communauté va l'accepter. Dans le deuxième bouquin, c'est un bourgeois parisien qui vit très bien de l'information un peu vide qu'il produit, mais qui se dit que l'humain a disparu de son métier et que pour survivre à la crise qu'il connaît, il faut qu'il revienne vers l'humain. Donc voilà, changer d'échelle, se replier sans se refermer, et puis à la fin, qu'est-ce qui reste en fait ? Il reste en effet la dimension interpersonnelle, la recherche de la relation vraie. Alors elle n'est pas facile, la recherche de la relation vraie, on est bien d'accord, mais il y aura au moins la quête de quelque chose qui est irréductiblement authentique. Et il n'en reste pas beaucoup, finalement. Donc, moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une sorte de réduction, mais sans fermeture, ou une sorte de retour, comme ça, au fondement, et qui est la relation à la planète, très certainement, et puis la relation à l'autre. Ouais. Voilà. Oui, il faut que je dise quelque chose maintenant, moi aussi. Mais on est des animaux sociaux, donc le relationnel est au cœur de notre, de notre épanouissement. Puis, mais entrer en relation, ça demande un effort. Et une manière de réduire l'effort qu'on expérimente en ce moment, et c'est un peu de ça qui est question dans mon dernier livre, dans La vallée de l'étrange, c'est de faire ça avec une machine. T'sais. Parce que la machine, justement, c'est un peu ce que Alain Deneau disait, ça donne l'illusion d'avoir une conscience ou une intelligence, mais non, en fait, la machine est une sorte d'agrégateur de correspondance verbale. T'sais. Donc, la machine, quand tu jases avec la machine, tout ce que ça fait, c'est ça te répond une réponse plausible en fonction du sujet que tu lui as donné. Tu sais, mais il n'y a pas de... Il n'y a rien en dessous de ça, mais peu importe, parce que l'illusion est vraiment habile. Donc, il y a plein de gens pour qui cette relation-là est satisfaisante, tu sais, avec tout ce que ça entraîne de flagornerie, parce que la machine ne va pas t'ostiner, tu sais, elle a été programmée pour te valoriser, et même, j'allais dire, valoriser tes névroses et valoriser tes défauts, et
valoriser aussi tes déviances. Et dans mon livre, il y a une machine qui est tellement, j'allais dire, tellement parfaite, et tellement belle, et tellement attirante que les gens viennent à désirer la machine, et avec toutes les conséquences que ça entraîne. Donc, moi, j'explore ces questions-là. Je n'ai pas vraiment de réponse. Donc, ce que je fais, c'est que je fais des mises en situation, je regarde aller des personnages, j'écris une histoire, en fait. Je raconte une histoire et j'espère que les gens vont ensuite partir avec ça et que ça reste dans leur tête, une sorte de Inception, là, que ça reste dans leur tête et qu'ils puissent réfléchir à la condition humaine en fonction de cette fable-là, de cette histoire-là. Et donc la solution n'est peut-être pas justement de demander à ChatGPT d'être notre thérapeute, peut-être autre chose aussi. Et dans un livre dont on n'a pas encore parlé aujourd'hui, dans mon premier livre de vengeance, en fait, c'est un livre qui explore en fait comment la coupure avec notre environnement, avec la nature, grossièrement, là, comment est-ce que ça entraîne une souffrance? T'sais, comme là, aujourd'hui, on est la journée vérité-réconciliation, puis une des grandes souffrances des peuples autochtones, c'est la coupure avec le territoire. Mais moi, j'ai une théorie que cette souffrance-là, oui, nous, on la vit, les Autochtones, mais j'ai l'impression que tout le monde ressent un peu cette souffrance-là. On vit dans du béton, on vit dans du bruit, ça pue, on est stressé. Et ça fait du bien à tout le monde d'aller marcher en forêt. T'sais. Donc, je pense qu'on est tous susceptibles de gagner quelque chose de profondément serein à reconnecter avec la nature et à avoir l'impression qu'on n'est pas juste en train de tout arracher, qu'on a un pouvoir aussi de régénération et d'entrer en relation et de communion même et de respect mutuel et de protection avec cette nature-là. Je pense que en allant vers ce sentiment-là, il y a vraiment quelque chose de positif à aller chercher. Voilà. Donc, en posant la question du relationnel, on est allé vers l'intelligence artificielle. Donc, on est allé vers les robots, les machines, pour en revenir à une connexion à la nature. Donc, en 3 interventions, c'est vraiment intéressant ce qu'on a été capable de faire à partir de cette idée de revaloriser peut-être la relation bonne. Et ce que je trouve intéressant, c'est que j'avais prévu une question pour vous sur les communautés, mais vous l'avez déjà abordée, OK? Donc, le fait que la relation entre 2 personnes, l'étape suivante, ça peut être la communauté, le collectif, les biorégions. Donc, cette question-là, elle a déjà été en partie répondue. Par contre, la prochaine, moi, que j'aimerais vous proposer, c'est qu'une fois qu'on a valorisé la relation entre 2 personnes, une relation bonne, une fois qu'on s'est retrouvé en communauté, qu'on a, par exemple, laissé tomber une vie de fou, là, puis on est allé à la rencontre d'une communauté, ou qu'on s'est ancré dans notre quartier, on va dans le futur, selon ce que j'ai lu de M. Deneau, là, créer des biorégions. Qu'en est-il de notre humanité commune? Qu'en est-il de notre appartenance à l'humanité? Donc, je veux faire ici un lien entre le local et le global, ce qu'on appelle le glocal. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut à la fois valoriser le local tout en reconnectant avec notre humanité commune, reconnecter avec le fait que le battement d'aile d'un papillon à l'autre bout du monde peut produire un ouragan dans notre biorégion, qu'on est tous interconnectés, qu'il y a une interdépendance. Donc, selon là où on se place, on peut même dire qu'on est frères et sœurs, je l'entends parfois. Donc, cette idée que la communauté, elle peut être locale, mais elle peut être globale aussi, qu'on peut parler d'une humanité commune. Qu'est-ce que ça vous dit, ça, face à l'inouï, face à l'urgence? Et la personne ne se lance. La quoi? La personne ne se lance. La personne, oui. Je ne sais pas si tu veux. Mais
Je peux toujours y aller si... Oui, allez-y. Oui. Non, ben moi, je dirais simplement qu'une chose est importante de considérer, et puis là aussi, c'est... bon, il y a une chose qui est importante de considérer, c'est que l'humanité dont vous parlez ne peut plus, ne saurait être encodée ou médiatisée par le capitalisme. Mais par d'autres modes, d'autres modalités que le marché. Bon. Mais cela aussi fait l'objet d'une prise de conscience qui supposera qu'on surmonte un déni. Nous sommes confrontés non seulement à un problème grave qui est celui des bouleversements climatiques, de la perte de biodiversité, mais aussi la fin annoncée du capitalisme. Mais quand on dit ça, on se fait toujours rire de soi, surtout quand on est marxiste, parce qu'on se fait dire, ah oui, vous, ça fait 200 ans que vous nous faites la prédiction, et plus vous nous prédisez la fin du capitalisme, plus il est robuste, plus il est résilient, et ainsi de suite. Et c'est vrai. C'est vrai, si vous voulez, on peut penser le capitalisme comme étant éternel. On peut se dire que la planète va y passer avant lui. Mais quand on parle de la fin du capitalisme, il est intéressant de savoir de qui on parle, de quel point de vue on parle et pour qui on parle. Déjà, le capitalisme, si on en parle en tant que bénéficiaire relatif. Ça, c'est la classe moyenne. Les bénéficiaires relatifs du capitalisme, c'est ceux qui en profitent un petit peu parce qu'ils peuvent se procurer des bananes, du café, de l'essence, faire un petit voyage à Cuba, je ne sais quoi, tout en travaillant beaucoup pour lui, en se rendant malade pour lui, en se formant pour lui, en se consacrant complètement à ses intérêts. On peut en retour, effectivement, être bénéficiaire relatif par rapport aux 1% qui seraient les bénéficiaires de référence. Mais il faut se dire que si on voit les choses de ce point de vue-là, que le capitalisme, pour à peu près 80% de l'humanité, n'a jamais commencé. Le Congolais moyen, le Péruvien, la Thaïlandaise n'a jamais été cliente au restaurant. Elle ne s'est jamais servie, puis elle a, au fond, simplement subi le capitalisme, comme étant, au fond, le fait de violence, d'une spoliation, d'une réglementation inique, et ainsi de suite. Et au fond, les 20% que nous sommes comme bénéficiaires relatifs, nous risquons au fur et à mesure que les richesses naturelles se font rares, au fur et à mesure où les conditions même de la mondialisation financière et industrielle s'effritent, parce que ce sera difficile de produire les puces informatiques, parce qu'il faudra réduire le parc automobile, comme le disait même le ministre Fitzgibbon, qui est pourtant un capitaliste reptilien. Bon, lorsqu'on est confronté, au fond, à une crise sur le capital lui-même, ce qu'on comprend, c'est que la part de bénéficiaires relatifs risque de se restreindre de telle sorte que les membres de la classe moyenne se découvrent finalement simplement comme ce qu'ils sont, c'est-à-dire des prolétaires avec de l'argent, et qui découvrent qu'ils n'ont aucun pouvoir sur l'organisation du monde et qui chutent et retrouvent au fond leur statut ancien de prolétaire. Et c'est angoissant, et lorsqu'on considère que c'est vers ça qu'on s'oriente, force est tout de suite d'imaginer une organisation nouvelle fondée, oui, sur la relation, sur le rapport bon et fécond avec d'abord ceux qui nous entourent, les nôtres, et d'autre part le lieu qu'on occupe, pour cesser de voir le lieu qu'on occupe comme simplement un point d'exploitation au profit de marchés étrangers pour avoir en retour un pouvoir d'achat qui va nous permettre de consommer des objets qui ont été aussi fabriqués en faisant pression sur les communautés étrangères. Bon, et ça suppose, effectivement, je n'aurai pas le temps d'en parler maintenant, mais un rapport à la biorégion qui est à la fois inventif, créatif, bien qu'il s'agisse de recouvrer des savoirs anciens, il faut aussi en développer de nouveaux, en ce qui concerne, par exemple, l'architecture et la permaculture, c'est des domaines nouveaux, mais aussi une approche universelle. Nous ne pouvons pas, plus longtemps, je vais finir là-dessus, nous satisfaire d'un monde où l'aliment moyen a voyagé 2000 km avant de se retrouver chez soi, où l'appareil moyen qu'on se procure a fait 4 fois le tour de la planète du point de vue de ses composantes. Il faudra à un moment donné qu'on revienne au rayon géopolitique qui est sensiblement le sien. Et ça se fera d'une manière universelle parce qu'on souhaitera que ce soit le lot de tout le monde pour le bien-être de la planète elle-même et aussi pour, au fond, une sorte de fondement anthropologique qui nous ressemble beaucoup plus et qui nous est adéquat. Et à partir de là, il pourrait y avoir bien sûr un petit commerce, des diplomaties inter-biorégionales qui se fera parce que nous aurons convenu du fait que notre échelle sensible et sensée est celle du territoire qui nous environne. Merci beaucoup. Alors, vous aurez pas le mot de la fin, parce que le mot de la fin, ce sera peut-être les questions du public, mais vos réponses mèneront ensuite à une période de questions du public. Alors, cette humanité commune. Alors, moi, je vais changer d'échelle par rapport
au discours brillant d'Alain. J'ai l'impression, comme romancier, alors je ne sais pas si Julie sera d'accord, ce qu'on a à offrir, le cadeau qu'on a à offrir, il est dans la relation avec vous, avec les lecteurs ou les lectrices, avec... c'est peut-être une des relations les moins capitalistes qu'on peut avoir, en fait, entre auteurs et... Je sais que les livres s'achètent et ils sont chers, mais lorsque on quelqu'un... fait ça pour l'argent. Hein, on fait ça uniquement pour l'argent. Je voulais que tu le dises quand même, il faut que les choses soient claires. Exactement. Et ça n'arrête pas. Ouais, voilà. Mais en dehors des questions monétaires, j'ai l'impression que quand quelqu'un ouvre un livre, se plonge dans l'univers d'un roman, quel qu'il soit, ou dans une œuvre philosophique, sociologique et autres, et ben on fait quand même le cadeau de l'échappatoire, on fait le cadeau de l'échappatoire face au flux. Là, on est dans un monde qui est vraiment en flux. Là, c'est quelque chose qui me fatigue et qui a sans doute donné naissance à mon deuxième livre. Et puis on est vraiment dans la relation interpersonnelle, dans ce qu'elle a de plus beau, parce que le livre n'existe que quand il est lu, que quand deux consciences et deux intelligences et deux sensibilités se rencontrent. Peut-être que, alors, en employant de grands mots, ça peut mener à une forme d'éveil des consciences, mais à une dimension vraiment très très réduite, mais pas tant que ça. Et donc j'ai l'impression qu'on fait communauté avec les gens qui nous lisent, et que, très modestement, là, en littérature, c'est dans l'acte, en fait, d'écrire et ensuite d'être lu que peuvent se fonder, peut-être les semences d'une forme de communauté, alors qui est ça très réduite, mais qui est pas dérisoire. Je pense à ça parce que je m'interroge beaucoup au rapport au temps. On va pas faire de la sociologie, mais je ne sais pas si vous connaissez ce très beau livre qui s'appelle Accélération, là, de Hartmut Rosa, qui parle de tous les phénomènes d'accélération qu'on a intégrés, totalement en plus, et c'est peut-être ce qu'il y a de pire. Mais j'ai l'impression que dans le roman, notamment, mais pas uniquement, dans tous les arts vivants, il y a une forme de lutte comme ça, de réappropriation du temps, et du temps long, alors que nos cerveaux sont grignotés par les organes supplétifs que sont les téléphones, à qui on confie souvenirs, mémoire, etc., etc. Et donc, dans le simple acte de se mettre au soleil sur un canapé et d'ouvrir un livre, et puis d'entrer en communication avec une autre conscience et une autre façon de voir le monde, là, on a peut-être l'embryon de quelque chose. Donc la réponse est modeste à ma petite échelle de romancier, mais j'en ai pas d'autre. Voilà. Ouais. Mon Dieu, que dire de plus après ça? J'avais lu une étude qui disait que notre cerveau a une capacité d'empathie limitée. Tu sais, qu'on est fait pour vivre en communauté de, je sais pas, 100, 150, 200 personnes. Et qu'au-delà de ça, c'est comme si on n'avait plus de jus, on n'avait plus d'empathie pour... Tu sais, plus les gens sont éloignés de nous, plus on a de la difficulté à entrer en relation. Et j'ai l'impression vu qu'on est complètement bombardé d'informations sur la guerre, sur différents drames à l'échelle mondiale, et qu'en plus, on relie ces drames-là à nos actions, à nous, individuels, il y a une espèce de forme de désespoir qui vient avec ça. Tu sais. Et j'ai pas vraiment de solution à ça, mais comme dit Philippe, moi, ma solution, c'est justement de ne pas nuire, tu sais, d'écrire mes livres, puis d'être dans cette espèce de... Je veux dire, c'est comme la seule chose avec laquelle je suis bien, tu sais, que j'accepte de produire, c'est des récits. Tu sais. Donc, je me dis, en faisant ça, pendant que je fais ça, je ne suis pas en train de taper sur quelqu'un. Puis pendant que quelqu'un lit mes livres, il n'est pas en train de taper sur quelqu'un. Tu sais. Non, mais c'est aussi basique que ça, ma relation avec le livre. Puis oui, dans un monde idéal, je me dis, peut-être qu'un jour... Comme moi, des fois, je lis quelque chose, puis je me dis, enfin, quelqu'un a mis des mots sur une espèce de sensation diffuse que j'avais, puis enfin, je reconnais, me valide dans cette émotion-là, puis je me dis, peut-être que quelqu'un, un jour, va lire ce que je fais, puis va avoir le même sentiment, puis cette espèce d'impression de communauté, d'être moins seul, et ça vient avec l'art, un peu comme quand quelqu'un tombe en amour ou quelqu'un vit un deuil, qu'est-ce qu'on fait? On cherche un morceau de musique ou on cherche un poème qui exprime ce qu'on vit. Je pense que l'art a cette espèce de pouvoir fédérateur où justement, l'espèce de relation ultime avec l'art, c'est mettre des mots justement sur l'indicible, sur l'inouï. Tu sais. Voilà. On remercie les livres pour résumer. Et justement, j'ai lu récemment, il y a une théorie sur l'enseignement de la littérature qui dit qu'un livre est soit un miroir, donc je me reconnais, soit une fenêtre, selon où on se situe quand on lit.
Donc, c'est intéressant parce que je pense que vos livres sont des miroirs et des fenêtres. En tout cas, ils l'ont été pour moi. Donc, merci beaucoup. Il nous reste quelques minutes pour des questions du public. Puis ça, c'est tellement, tellement précieux quand on a des questions du public. Donc, on aimerait beaucoup, beaucoup vous entendre. Vous êtes les bienvenus à poser une question. Ça peut être sur autre chose que la fin du monde. Là. Je dis ça comme Exactement. ça. Bonjour, merci beaucoup pour tout ça. Je vous ai lu tous les trois, j'apprécie ce que vous écrivez. Mais en vous écoutant, je me suis posé la question on parle de littérature contemporaine et de science-fiction, etc. Et que devient la littérature classique là-dedans? Est-ce que tout d'un coup, elle a pris un coup de vieux et puis elle peut plus nous aider? Ou on a entendu parler de Spinoza puis de Marx quand même, mais en termes littéraires, est-ce que le contemporain a pris toute la place? Alors là, je ne pense pas, mais là, je parlais plus en prof de littérature qu'en auteur. Mais non, quand on lit la critique de la presse chez Balzac, la critique des relations entre la presse et le pouvoir chez Maupassant, les échos sont là. Ils l'ont vu avant, aussi, très très souvent. Donc je pense qu'eux, ils ont fait cette démarche de regarder leur époque. Et puis, moi, j'aime beaucoup ce vieux credo des réalistes du 19e qui dit que la réalité, elle est sous la réalité. Et il faut aller la chercher, en fait, pour la trouver. Et la réalité sous la réalité, ça marche pour toutes les époques. Et puis finalement, on vit quand même encore dans l'héritage du 19e ou du 20e dans nos sociétés. Alors là, je prends des exemples relativement récents, mais non, je pense vraiment pas, au contraire. Il y a une forme d'actualité par résonance et par écho. Là, Alain Deneau disait que raisonner passait par l'idée de comparer. Et là, oui, au contraire, c'est très précieux. Et puis je pensais à ça, il y a des ponts aussi en dehors de la littérature. Quand on prend les livres de Thomas Piketty sur le Capital, par exemple, moi, ce que j'apprécie en tant que littéraire, c'est qu'il cite Balzac, Flaubert et Maupassant, et il s'en sert au même titre que des analyses statistiques sur 70 ans, sur l'accumulation du patrimoine des plus riches. Et donc c'est très très intéressant de voir qu'il n'y a aucune forme de frontière, et puis il n'y a pas de question de validité plus ou moins grande de l'œuvre littéraire face à un travail scientifique, mais qu'au contraire, là, les regards se complètent et puis s'enrichissent l'un l'autre. Donc moi, quand un philosophe dit que l'art est une forme vraiment, vraiment importante de résistance face au monde, c'est vraiment comme ça que je l'envisage. Et puis moi, je me rends compte en fait, je pense que les romanciers, on est un peu des éponges, on a un petit problème. En fait, on cherche à corréler des choses qu'on aperçoit, puis à la fin, ça fait un livre, ça fait 250 pages de papier. Et puis moi, je me rends compte quelquefois, a posteriori, que des choses ont infusé, et elles ne venaient pas de la littérature. Accélération, c'est un bouquin que j'ai lu quand je faisais des études littéraires en France, il y a bien longtemps. Ça faisait partie des grands livres à lire à l'époque. Et en fait, c'est rétrospectivement par quelqu'un qui avait lu mon deuxième roman qui m'a dit « Ah, mais t'as dû lire Accélération ». Mais je l'ai lu il y a très 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 longtemps. Et là je l'ai relu, ou je suis en train de le relire, parce que c'est gros. Mais donc c'est étonnant, ces échos-là. Et puis les échos nourrissent tout le monde. On parlait de communauté, alors là, il y a vraiment une communauté des anciens, des modernes, des contemporains, des scientifiques, des artistes, des philosophes, vraiment. Ça, j'y crois fermement. Je pense qu'on est nourri par absolument tout. Et ça nous sauve. Ouais. Ouais, vraiment. Ouais, puis c'est important d'avoir des œuvres communes, parce que c'est ça qui permet qu'on ait des référents communs. Par exemple, l'exemple qui me vient, c'est la Bible. Mais on a l'impression que, la religion, on a mis ça aux oubliettes, mais pas tant que ça. On baigne encore beaucoup dans plein de notions chrétiennes, jansénistes, gagner son ciel, né pour un petit pain. En tout cas, c'est tout. Surtout au Québec, là, c'est incroyable à quel point on est encore là-dedans, même si on s'en rend plus compte. Donc, le fait de revisiter ces classiques, de lire, je ne sais pas moi, la Bible ou les mythes ou les archétypes, c'est des choses qui font partie de nous puis qui font partie du discours qu'on se raconte. La vie est composée de plein d'événements qui n'ont aucun sens, mais comme humains, nous, on se raconte des histoires pour tisser un sens.
puis tisser aussi un lien social. Donc, ces grands mythes-là font partie de qui nous sommes. Donc, en connaissant ces classiques, puis en espérant que, je veux dire, les classiques continuent d'être enseignés, puis classiques au sens très, très large, là, que ce soit littéraire ou cinématographique ou musical, qu'est-ce qui fait que c'est la culture propre d'un peuple? Bien, c'est ça qui fait en sorte qu'on est capable de se parler, qu'on est capable de discuter, puis qu'on est capable de s'entendre, selon moi. Ouais, l'importance de la culture commune. Ouais. J'irais dans le même sens en disant que, d'abord, que ce qui nous fait défaut, c'est une connaissance vive du patrimoine littéraire pour pouvoir y recourir et le partager au plus grand nombre. Je vais aller vite, là, on pourra en parler des heures, mais un des problèmes, c'est que nous avons si peu de références et nous nous référons tellement souvent aux mêmes que nous finissons par nous atrophier. Un des problèmes qu'il y a par rapport à tout l'enjeu de l'érosion exponentielle dans laquelle nous sommes et des mutations extrêmement inquiétantes, préoccupantes dans lesquelles nous sommes, c'est que nous les pensons souvent, faute de référents appartenant au passé, par le biais de l'apocalypse. Et là, le cinéma d'Hollywood s'est vautré là-dedans parce que ça, on l'a gardé en tête, bien ancré. Donc là, l'apocalypse, on est capable d'imaginer des choses comme ça, un vaste effondrement. L'expression effondrement étant même mobilisée pour penser parfois conceptuellement la chose. Je crois que ce qui nous fait défaut, là, c'est un lecteur qui parle bien humblement, je n'ai pas les compétences il faut pas aller très loin, mais c'est, je pense, un réinvestissement, une recrudescence du genre épique. Le théâtre épique de Bertolt Brecht, moi, me fait défaut, j'en suis endeuillé, j'ai envie de voir du théâtre épique, tout comme j'apprécie beaucoup de la poésie québécoise du milieu du deuxième tiers du 20e siècle, qu'il ne faut pas imiter platement, là, il ne s'agit pas d'imiter, mais qu'elle ait été capable de créer du sujet collectif. Et qu'on a été capable, et c'était le cas aussi, je pense, en France, avec un René Char, par exemple, qu'on a été capable de poétiser et de fictionnaliser de la subjectivité collective, hein, et que, au fond, que le grand récit devenait un genre sérieux et pas simplement une sorte de ringardise qu'il faut de temps en temps dépoussiérer quand on va au collège. Est-ce qu'il y a de la place pour un petit commentaire de 60 secondes? J'apprécie le fait que vous ayez combiné, je ne sais pas qui a organisé, là, mais je fréquente l'endroit ici à l'occasion parce que c'est tranquille. Je ne me fais pas blaster, Bon, j'aime beaucoup la combinaison du virtuel et du présentiel. Je trouve que c'est très humaniste parce que les machines, là, des fois, ça nous pousse un peu. Voilà. Merci beaucoup. Pour ne pas peser sur le mauvais piton. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut? Je vais leur donner son micro. Voilà. Merci. Bien, on est très content d'avoir eu des questions et contributions du public. C'est toujours très riche. Ça permet de bien clore cette causerie. Donc, je voudrais remercier le Festival international de littérature, l'Espace de la diversité, le Quartier des spectacles, l'Esplanade tranquille et nos 3 fascinantes et fascinants invités pour leur contribution. Merci beaucoup, tout le monde. Merci, Marie. Merci.